Est-ce que vous allez bien? Ça, c'est un oui de rentrée, voilà. Alors, je sais qu'on n'est que le 6 septembre, mais qu'on a l'impression d'être déjà en octobre, vu le rythme qui a été le nôtre cette semaine. Mais vous dire que je suis extrêmement fière de vous retrouver. Vous savez que moi, j'ai étudié à Lille, j'ai découvert la braderie, voilà, l'année de mes 18 ans, quand je suis venue étudier à Lille. Et depuis, je crois que j'en ai pas raté une seule. Mais c'est vrai que d'année en année, ma braderie a pris un sens peut-être un peu plus politique chaque année. J'ai passé beaucoup de temps sur ce stand, année après année. Et évidemment que ma présence cette année, à quelques mois des municipales, au pied de ce beffroi, avec le futur maire de Lille, a un peu plus de sens encore. Ça te va quand je t'appelle comme ça? Merci. Voilà. Tu veux dire un petit mot peut-être? Non, vas-y, vas-y. Mais c'est quand même toi le futur maire. Moi, je conclurai, vas-y. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir quelque part bradé la foule pour être ici. Merci aux bénévoles qui depuis ce matin, j'allais dire tôt, sont là pour avoir monté le stand. Un grand remerciement. Et merci à toi Marine d'être ici présente cette année. Merci d'être là tous les ans et ne pas oublier en fait que tu es aussi la co-record woman de la chenille. C'était il y a 2 ans. Du monde. La plus grande chenille du monde. Voilà. Et donc, tu es là cette année, tu étais là les années précédentes, et je te donne d'ores et déjà rendez-vous l'an prochain pour la braderie, la première braderie qui sera organisée par les écologistes. Au sommet du beffroi. Note-le, c'est simple, c'est le premier samedi de septembre. C'est noté déjà pour les 10 prochaines années. Merci. On a eu un point presse où évidemment la question du national, puisque la braderie marque souvent la rentrée politique nationale, forcément un événement, 2 millions de bradeux, forcément, c'est aussi la rentrée politique nationale, c'est la rentrée politique locale. Et là, dans la rentrée politique nationale, évidemment, et dans quelque part lundi, dans 2 jours, quand on sera tout juste rentré et chez nous et qu'on aura commencé à ranger les affaires, voire installer la lampe qu'on aura pu acheter sur le chevet, évidemment, il y a la question de la construction de l'après-Bayrou. Et je compte à la fois sur toi, mais aussi sur les 38 députés écologistes pour préparer la suite, parce qu'on a besoin d'un gouvernement de gauche, on a besoin d'un gouvernement écologiste, oui, au niveau national. Et j'allais dire, pourquoi le lien avec le local? Parce que les collectivités, l'échelon local ne peut pas faire sans un cadre, sans les moyens budgétaires associés. On a beaucoup parlé des différentes propositions, notamment celle inacceptable de la suppression des 2 jours fériés. Évidemment, ça nous touche toutes et tous, mais on a quelque part, je ne vais pas dire qu'on a oublié, mais en second plan, c'était aussi un coup de rabot massif pour les budgets des collectivités. Et quand on dit un coup de rabot massif pour le budget des collectivités, c'est autant finalement de politique publique, autant de capacité en moins à faire, à agir, à répondre aux urgences sociales et écologiques des collectivités. Et je pense que c'est important aussi de le souligner. C'est la raison pour laquelle lundi, à la fois, on compte sur les députés écologistes et plus globalement sur les élus de gauche, mais ce n'est pas que lundi, c'est la suite qui est évidemment à construire, parce qu'on en a besoin, au niveau local. Les élus locaux, et ça me semble important de rappeler finalement, sont en première ligne. C'est aussi les services publics, et pour ces services publics, il faut des moyens, il faut être en proximité avec chacun et chacune, et de façon à pouvoir répondre aux urgences. Répondre aux urgences, c'est prendre soin, et on le voit, et sur une dimension écologique, on a encore vécu cet été une canicule à Lille, comme ailleurs, et on a besoin de prendre soin, de protéger les populations, et quelque part planter, verdir les villes, c'est pas uniquement mettre de la couleur dans nos villes, trop minérales, et Lille est bien trop minérale, c'est aussi prendre soin des populations. Parce que oui, la nature nous fait du bien, nous rend des services sur les îlots de fraîcheur, c'est de la canopée, c'est de l'ombre. Voilà des politiques sur lesquelles, en fait, on doit absolument accélérer, parce qu'on doit, comme tu le dis, on doit à la fois prendre soin, répondre du quotidien, mais on doit, et je pense que c'est le propre des écologistes de marcher sur 2 jambes, c'est réparer et préparer. Et préparer et préparer, c'est finalement
différentes propositions qu'on pourra faire. Alors, évidemment, et je pense que certaines ont pu voir, oui, cet été, je me suis baigné dans la Deule. Oui, c'est une proposition, et quelque part, le faire, ou plutôt ne pas le faire, serait plutôt anachronique. Quand on voit Paris, Lyon, Bordeaux, Poitiers, ou même plus proche de nous, Gand-Anvers, mais évidemment, c'est pas s'arrêter à cet élément, j'allais dire presque de sécurité, quand on voit le nombre, malheureusement, record de personnes qui se sont noyées cet été. C'est aussi une responsabilité de l'élu local que d'offrir un cadre sécurisé. Mais c'est évidemment, et ça fera partie des propositions, et on reviendra vers vous, et j'espère que vous nous rejoindrez dans cette dynamique, c'est nombre de propositions sur, par exemple, la mobilité. Est-ce qu'on veut un tramway qui répond à nos besoins de mobilité du quotidien, c'est-à-dire qui passe par le centre-ville, qui dessert la gare, ou un projet de tramway qui dessert les Poissons, parce qu'on veut le faire passer par le port de Lille, plutôt pour une opération de spéculation immobilière. Parce que on se contente de la médiathèque qu'on a. On était un certain nombre d'écologistes à Strasbourg pour les journées d'été, et je prends souvent, je cite souvent comme exemple la bibliothèque du quartier de Neudorf, une bibliothèque de quartier. Elle est aussi grande que la bibliothèque dite centrale ou la médiathèque de Lille. On voit que sur la culture, oui, sur la culture à Lille, en fait, il y a encore nombre de choses à mener. On a comme la question du logement, qui sera évidemment, qui est un toit, c'est un droit. Alors quand on regarde les chiffres, et c'est peut-être mon caractère scientifique, la véracité des chiffres, c'est qu'aujourd'hui, la construction de logements neufs à Lille, elle est quasiment à l'arrêt. Alors oui, et là c'est pour ça aussi qu'on a besoin d'un gouvernement de gauche écologiste. Oui, on a quand même eu des gouvernements pour lesquels on n'avait même pas de ministre du logement. Donc oui, le contexte national doit être facilitateur. Mais néanmoins, quand on regarde, quand la construction de logements, c'est-à-dire l'offre de toits pour toutes et pour tous, elle baisse en France, elle s'effondre à Lille. C'est un problème qu'on doit prendre absolument à bras-le-cœur. À bras-le-corps, et c'est vraiment une question. À bras-le-cœur, c'est beau aussi, mais à bras-le-corps. Voilà un certain nombre de propositions. Je ne serai pas, exhaustif, sur lequel on reviendra vers vous, parce que je pense que c'est aussi la méthode de la campagne. Ces 6 derniers mois, on a eu une première phase qui était celle dont vous écoute. Je pense que c'est le discours, on peut tenir des discours, je pense que faire ce qu'on dit, dire ce qu'on fait, c'est aussi important. Et donc sur la méthode d'écoute. Donc ces 6 derniers mois, on a écouté les Lillois de façon un peu un grand sondage qualitatif et quantitatif, de façon à voir quelles étaient à la fois les aspirations, quelles étaient les attentes. Ne pas voir non plus que dans cette ville, rien ne va. Des choses vont, mais par contre, il y a aussi des attentes, des aspirations qui sont majeures, et ce sur tous les champs. Eh bien, dans ce second temps, on va dire, à partir de l'automne, à travers les différentes propositions, et la liste n'était pas bien évidemment exhaustive, c'est de venir ou de revenir vers chacun et chacune de façon à écouter, de façon à amender, de façon à pouvoir proposer un projet. Et parallèlement, il y a le collectif Lille Demain qui s'est constitué, de façon à proposer un projet qui soit, et je pense qu'on en a besoin au niveau local comme au niveau national, d'une société où on est de l'enthousiasme et de la mobilisation. Voilà ce qu'il nous faut au niveau local, de l'enthousiasme et de la mobilisation. Et au niveau national, ne déprimons pas, on compte aussi sur un gouvernement qui nous permette de préparer les choses et de faire les choses au niveau national. Vous savez, j'étais déjà candidat, tête de liste en 2020. Et on s'en rappelle. Et j'étais désigné, et je remercie toutes celles et tous ceux qui m'ont finalement accordé de nouveau la confiance pour mener cette liste en 2026. Et depuis novembre, les choses ont déjà bien avancé. Je l'évoquais juste précédemment, c'est le collectif Lille Demain, et c'est un appel
vous voulez finalement un nouveau souffle, vous attendez un nouveau souffle sur l'île, rejoignez-nous. Et je vous le dis avec beaucoup, avec beaucoup d'entrain, mais aussi de détermination, faisons les choses ensemble. On a besoin de tout le monde, non pas uniquement pour aller planter un drapeau vert en haut du beffroi, mais bien pour mener des politiques publiques, sociales, environnementales. Je parlais de discours de la méthode sur la démocratie, comment on fait les choses, non pas sans, voire contre, mais on le fasse ensemble. Ça me semble, c'est absolument indispensable. Et c'est vraiment, c'est les éléments qu'on portera et qu'on fera. Je ne serai pas tellement, plus long avant de vous convier, à un pot et avec un concert, parce que c'est aussi cette braderie, ce temps de rentrée, c'est un temps qui se veut aussi festif et joyeux. Sans vous donner rendez-vous, vous pouvez tous et toutes le noter à votre agenda, le mardi 30 septembre à 19h, au local des écologistes, au 30 rue des Meuniers. On vous donne rendez-vous de façon, à continuer ou à débuter l'aventure ensemble. Merci. On rappelle la date, c'est quand? Le 30 septembre, 19h, 30 rue des Meuniers. 30 septembre, 19h, 30 rue des Meuniers. Le 30, c'est mémotechnique, c'est pour que vous reteniez. Et je vous conseille vivement d'y être pour participer à cette page d'écriture de l'histoire politique lilloise, n'est-ce pas? Monsieur le prochain maire de Lille, bravo. Merci. Et bonne campagne. Vous savez que je serai là autant que vous aurez besoin de moi, car je discute avec beaucoup de Lillois qui est un peu une de mes villes de cœur, évidemment, et qu'on n'arrête pas de me dire, nous, Martine Aubry, c'était un monument, voilà, ça fait partie du patrimoine, même de la gauche nationale, du patrimoine lillois, mais on sait depuis longtemps qu'après Martine Aubry, ce sera un écologiste. Voilà, et c'est ce que nous allons faire, et nous allons le faire avec vous, bien sûr, mais avec tout le monde, car je le dis, on me dit parfois, mais voilà, c'est quoi votre ligne au niveau national, au niveau local? Les choses sont simples. Il y a dans ce pays des villes de droite, des villes centristes, que l'on doit aller conquérir, dans lesquelles il faut faire l'union pour les gagner. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. C'est très bien. Il y a des villes de gauche écologistes où le ou la maire historique se représente, et donc qu'ils soient de gauche écologiste, nous les soutenons. Et puis il y a des villes où la maire passe la main, c'est le cas de Lille, et où une saine concurrence est possible au premier tour. On a essayé de construire l'union, Stéphane, je sais que vous avez beaucoup de discussions, etc. On acte que ça ne sera pas possible au premier tour. C'est la vie. Vous avez le luxe à Lille, le luxe de pouvoir partir séparément au premier tour pour vous rassembler au deuxième. Et ben voilà, saisissez cette opposition, faites une belle campagne écologiste, et je compte sur vous, mes amis écolos, l'union au deuxième tour. On n'a pas le choix, et ça se prépare aussi maintenant, et je jouerai tout mon rôle. Stéphane Bally, 2026, vous y croyez? Moi, j'y crois à fond. Mais je vais quand même vous parler un peu de François Bayrou, désolé. Enfin, c'est comme vous voulez. C'est son pot de départ lundi, donc petit mot. Bon, François Bayrou, j'ai pas compris ce qu'il a essayé de faire la semaine dernière, son saut dans le vide. Je n'ai compris ni ce qu'il a essayé de faire, ni à quel moment il a cru que ça marcherait. Bon, de toute façon, c'est comme depuis 6 mois, je comprends rien. Donc François Bayrou, là, est en train de nous faire la tournée d'adieu la plus longue de l'histoire politique, aussi longue qu'une tournée d'adieu de Michel Sardou, mais sans les tubes. Voilà. Donc c'est très très long, et ça s'arrête lundi. Qu'est-ce qui va se passer après? Évidemment, et je pense que vous allez être d'accord avec ça, que nous voulons un gouvernement de gauche et écologiste. Nous avons donc consensus sur ce point. Certains journalistes, et c'est normal qu'ils me posent la question, me disent, oui, mais est-ce que c'est quand même compliqué? Oui, c'est compliqué. C'est compliqué, mais tous les scénarios possibles, le 8 au soir, sont compliqués. Puisqu'il y a plusieurs solutions. Il y a la destitution. Je commence par là. J'ai pas l'impression que ce soit le scénario préféré d'Emmanuel Macron. Donc ça, pour l'instant, il n'est pas censé se choisir ce scénario-là. Il y a le scénario de la dissolution. Et je vais vous le dire tout de suite, les écologistes n'ont peur de rien, et sûrement pas du vote des Français. S'il y a dissolution, nous serons au rendez-vous, comme l'été dernier. Mais, je rappelle quand même que ce n'est pas l'Assemblée nationale qui est légitime aujourd'hui. Elle est très très légitime, cette Assemblée nationale. Elle a été élue il y a 1 an, et par une participation record des Français. Le problème, ce n'est pas l'Assemblée nationale, c'est le gouvernement. Et ce gouvernement va tomber. Et donc, si c'est le gouvernement le problème, reste au président de la République, dont l'article 8 de la Constitution précise très clairement que c'est à lui de nommer le prochain Premier ministre, de savoir qui il va nommer. Alors, il y a 3 blocs à l'Assemblée nationale. Il y a le bloc d'extrême droite. Et j'espère que c'est évident pour tout le monde ici, mais encore plus pour le président de la République,
que le prochain Premier ministre de ce pays ne peut pas être d'extrême droite. Il y a une autre option qui a l'air moins claire pour le Premier ministre macroniste. Ils ont perdu les élections. Les Français, très majoritairement, ont demandé une cohabitation. Alors c'est peut-être un mot compliqué, mais normalement, eux, ils ont fait des grandes études, ils le comprennent. Cohabitation, ça veut dire que le Premier ministre ne doit pas être du même bord politique que le Président de la République. C'est quand même très simple à comprendre. L'été dernier, on nous a sommé de trouver un nom pendant des semaines. On l'avait trouvé, elle s'appelait Lucie Castet et elle coche toutes les cases. Le problème, c'était pas de trouver un nom, c'est qu'ils voulaient nommer personne de notre camp. Et l'argument ultime qui a été trouvé par le président de la République, c'est de dire « moi je suis le chef, le garant suprême de la stabilité des institutions et je ne peux pas nommer Lucie Castet puisqu'elle ne va pas tenir assez longtemps. Et donc j'ai une très bonne proposition dont je sais qu'elle va durer. » Il a donc nommé Michel Barnier, piétinant ainsi le résultat des élections. Et Michel Barnier, tenez-vous bien, c'est le Premier ministre qui a duré le moins longtemps à Matignon de toute l'histoire de la Ve République. Donc ça ne marche pas. Que fait-il donc? Il nomme François Bayrou, toujours macroniste. Lundi soir sera faite la démonstration ultime que ça ne marchait pas. Il n'a plus d'alibi. Il ne peut pas une troisième fois nommer quelqu'un de son camp contre les urnes, contre la stabilité de ce pays et contre la justice sociale, environnementale et contre la démocratie que réclament les Français. Il n'a pas le choix que de nous nommer. Il n'a pas le choix. Et s'il préfère la destitution, la dissolution, un Premier ministre d'extrême droite, un Premier ministre macroniste, il devra s'en occuper. Et qu'est-ce qui se passe après, une fois que nous sommes nommés? N'importe lequel d'entre nous. Moi, je le dis, je n'ai pas d'oukase, de ligne rouge à gauche. Il doit nommer quelqu'un du nouveau Front Populaire, qu'il le fasse. Et puis ensuite, on devra être à la hauteur. Ça ne devrait pas être si compliqué, c'est notre travail. On ne fait pas de la politique pour écrire des beaux programmes sur du papier glacé. On fait de la politique pour les appliquer et pour changer la vie des gens, vraiment. La situation est la suivante. François Bayrou nous a dit que la France était un bateau à la coque percée, qu'il y avait une voie d'eau, c'était très grave. Ce qu'il oublie toujours de souligner, c'est que le capitaine de ce paquebot est Emmanuel Macron depuis 2017 et que tout l'équipage est macroniste. C'est leur responsabilité. Et le bilan est celui-là. Au bout de quelques années de macronisme, la fortune des 500 plus grandes fortunes de ce pays a été multipliée par 2. Tant mieux pour eux. Sauf que pendant ce temps-là, la pauvreté a explosé. Chaque jour, il y a eu plus de Français pauvres et chaque jour un peu plus pauvres. Aujourd'hui, c'est 9,8 millions de Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. 9,8 millions. C'est un record depuis 30 ans. Et c'est ça son bilan. Et c'est indécent quand on fait exploser à ce point les inégalités. Quand les plus riches sont de plus en plus riches et les plus pauvres de plus en plus pauvres. Je vais vous donner un chiffre qui me tord le ventre. 42% des Français qui touchent le SMIC ou moins aujourd'hui disent sauter au moins un repas par jour pour des raisons financières. C'est ça la réalité. C'est pas des chiffres, c'est pas des sondages, c'est pas des numéros sur un budget, c'est concret jusqu'à l'assiette des Français qui restent désespérément vides pour certains d'entre eux, plusieurs repas par semaine. Et alors on va faire quoi? On va dire que parce que je sais pas qui a tweeté sur je sais pas quoi sur l'autre, parce que un tel et un tel veulent pas se parler, on va interdire à ces Français-là de vivre mieux, qu'on va renoncer à changer leur vie, parce qu'on serait dans le petit confort chacun de parti, qu'on n'aurait pas envie de se parler. Eh ben moi je ne mange pas de ce pain-là. Et la responsabilité des écologistes, mais la responsabilité de tous les chefs de parti, de gauche et écologistes, c'est de faire que le changement advienne. Une avancée vaut mieux que 1000 programmes. Une avancée vaut mieux que 1000 programmes. Et je vous le dis quand je vous dis ça, je ne prépare pas à faire, j'ai compris qu'il y avait une suspicion de trahison complotiste en cours, on irait dans des gouvernements avec des macronistes. Pour les écologistes, c'est hors de question. Il n'y aura pas de gouvernement de je ne sais pas qui avec je ne sais pas quoi. Nous voulons un Premier ministre de gauche et écologiste, mais un gouvernement, c'est pas en même temps. Un gouvernement, c'est une ligne politique. Un gouvernement, c'est là pour tracer des politiques publiques, c'est pas là pour débattre entre soi toute la journée parce qu'on n'est pas d'accord. Donc il faut un gouvernement compact, un gouvernement cohérent, homogène et un gouvernement de combat. Parce que nous avons des combats à mener, sociaux, démocratiques, environnementaux, des combats, oui des combats. Et nous allons les mener. Alors moi, ça ne m'a pas échappé que l'Assemblée nationale, elle n'était pas intégralement acquise à notre cause. Et oui, ça va être dur. Mais ça va pas être facile. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. L'année dernière non plus, c'était pas facile. 27 sondages sur 27 avaient dit qu'on ne pouvait pas gagner. Puis on a gagné. Et donc, il va prendre les sujets un par un. Je vous prends par exemple la taxe Zuckman, 2% de taxation sur le patrimoine de ceux qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine. Donc, normalement, ce n'est pas vous, ou venez me voir à la fin, j'ai besoin d'argent pour les verres. Et on vous taxera quand même après. Mais
La taxe Zuckman, c'est un truc évident. Le patrimoine de ces gens-là, c'est 1800 familles en France. Hein. Leur patrimoine leur rapporte 10% par an. Ils peuvent bien en donner 2 à l'État, non? Et ils payent en proportion de tous les Français, quand vous additionnez l'impôt sur le revenu, la TVA, tout. Un Français moyen paye 50% à peu près de reversement à l'État. Et les plus riches dont je viens de parler, les 1800, 27%. Pourquoi? C'est pas juste. Ils devraient au moins payer comme nous en pourcentage de leurs revenus. Et donc c'est ça qu'on demande, c'est un truc simple. Bon, nous allons arriver donc à l'Assemblée nationale en disant, bah voilà, c'est la taxe Zuckman. Moi je pense qu'à la seconde où elle est nommée déjà, il y a une énorme respiration bouffée d'oxygène dans ce pays. Parce que ce sera une forme de libération. Une libération de cette obstruction à pas nous nommer. Une libération de cette oppression sociale, environnementale, démocratique qu'on ressent tous les jours. Et donc cette bouffée d'oxygène, elle va se manifester par de la joie, par de l'élan, par de l'enthousiasme, par de l'espoir. Et quelle plus belle force motrice que tout ça. Vous pensez que quand on va arriver, ce nouveau gouvernement de gauche écologiste à l'Assemblée nationale, et qu'on va dire, bon bah comme tout le monde l'a demandé depuis à peu près 7 ans, même avant, on va faire plus de justice sociale. Et vous pensez, quand on va faire la taxe Zuckman, le Rassemblement national va dire, bah non, non, on ne peut pas taxer les plus riches. Vous pensez que les macronistes, dans leur circonscription, tout le monde ne va pas aller les voir pour dire, bon bah on n'est pas d'accord sur tout, mais ça faut le voter. Y compris dans leur camp. Les gens sont pas à l'aise, ils savent que c'est pas juste, que ça tient plus, que le pacte social de notre pays est en train de se rompre. Donc moi j'y crois. Mesure par mesure, on va y aller. Est-ce qu'on fera tout passer? Peut-être pas. Mais enfin, on va y aller à fond, quoi, avec détermination et sans avoir peur. Parce que si on commence à dire, ce sera un gouvernement de compromis, tout ça, mais en fait, on va finir par essayer de trouver entre nous le plus petit dénominateur commun. Et ce ne sera pas grand-chose. Moi, je ne suis pas là pour trouver les intersections entre le programme écologiste et le programme macroniste. Je suis là pour dire, ceci est mon projet, ceci est mon programme, et ceci est ce qu'on a décidé de faire avec les partenaires de gauche et écologistes. On va vous le proposer, et les députés, ils décideront. Ils décideront. Mais on va essayer d'aller les convaincre un par un. Même pas dans des petites arrière-salles où on va dire, bon, bah, tu fais pas ça, je fais pas ça. On va mener le débat dans l'Assemblée. Ce qu'ils ont refusé de faire sur la loi du plomb, par exemple, parce qu'ils avaient honte de ce qu'ils étaient en train d'essayer de faire passer. Et donc, cette méthode, elle est simple, mais c'est tellement grave. Parler aux parlementaires, aller discuter à l'Assemblée, c'est plus de saison. Ça fait 8 ans qu'ils le font pas. Ça fait 8 ans que, au début, ils n'avaient pas besoin de convaincre. Ils avaient une majorité absolue, donc ils n'essayaient pas de convaincre les députés. Et maintenant qu'ils l'ont un peu moins, ils essayent de ne pas passer par l'Assemblée. Ou de faire des 49.3. Nous n'en ferons pas, nous irons convaincre les gens. Ils font des motions de rejet de leur propre texte pour qu'ils aillent en commission mixte paritaire. Ils ont honte de ce qu'ils font, ils n'assument pas le débat. Eh bien nous allons l'assumer et ces mesures, on va les faire passer. Voilà. Et pour ce qui est de la commedia dell'arte, voilà, des personnes qui ont décidé de se donner en spectacle toute la journée à dire qu'ils ne sont pas d'accord avec d'autres de gauche, je le dis, je ne peux pas entendre certains dire je suis du NFP, mais si c'est tel ou tel premier ministre du NFP qui est nommé, je le censurerai a priori. On a le droit de dire, bon bah un tel j'ai moins confiance, un tel si fait ça, je serai pas d'accord. Mais on peut pas être de gauche et dire qu'on est contre tel ou tel premier ministre de gauche et écologiste, c'est pas possible. Donc ça je le dis clairement. Et on ne peut pas non plus être de gauche et de dire je ne voterai plus jamais pour les candidats un tel et je préfère en gros, enfin voilà, même limite il y a un signe égal entre la France Insoumise et le Rassemblement National. Je le dis aussi et je le dis à quelques mètres de leur stand. J'ai versé quelques larmes il y a plus d'1 an sur France Inter parce que Bruno Le Maire avait expliqué que voilà, l'extrême gauche et l'extrême droite c'était pareil. Je trouve que ce genre de propos est complètement scandaleux, hors sol, et que ce sont des propos de personnes lâches et privilégiées qui ne se rendent pas compte de ce que ce serait qu'un Premier ministre d'extrême droite dans ce pays pour les 3 millions de binationaux, pour les personnes racisées, pour les personnes LGBT, pour les femmes, pour les associations environnementales. La liste est très longue parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffriraient. Donc dire qu'il y a un signe égal entre la gauche, l'extrême droite, c'est un comportement de lâche et de privilégié. Et j'aimerais bien ne jamais entendre ce genre de raisonnement à gauche. Je n'ai pas changé d'avis sur la question. Maintenant que tout cela est très très clair, je vais re-souhaiter une très bonne braderie à tout le monde. Je vais re-souhaiter une très bonne élection municipale à Stéphane Bally. Et je vais vous donner rendez-vous à partir du 8 au soir, parce que François Bayrou ne sera plus Premier ministre. Et je pense que M. Macron va avoir besoin d'un petit peu d'aide et d'un petit peu voilà, de rapport de force à tous les niveaux qu'ils soient, de nous sur les plateaux, de vous dans les manifs, pour comprendre qu'il n'a pas le choix. Le prochain gouvernement sera de gauche et écologiste, ou il ne sera pas, ou pas très longtemps. Merci à vous. Merci Marine pour ton dynamisme,
que tu partages. Voilà.